quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prise en compte, la proposition de révision de la Constitution n'a pas été approuvée par les honorables députés à l'Assemblée nationale. C'est le principal sujet qui sera évoqué sur ce plateau. Invité, Hervé Hessou, directeur de la rédaction du journal Notre Époque. Bonsoir Hervé. Bonsoir Mesmer. Oui, sur ce plateau avec vous, Charles Ferry-Dumic aussi, directeur de publication du Baromètre. Bonsoir Charles. Bonsoir Mesmer. Oui, nous allons au début, la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogun. À toutes et à tous, bonjour. Cette semaine, les députés se sont prononcés sur le projet d'amendement de la Constitution déposé par quelques membres du bloc de la majorité présidentielle. D'emblée, la nation affiche en manchette, après la prise en considération du projet, la révision de la Constitution non approuvée. Le journal s'explique, la procédure d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 a échoué à l'étape de l'approbation qui a succédé à celle de la recevabilité du dossier passé avec succès. À cette seconde phase, les 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale requis n'ont pas été obtenus et il va falloir aller au référendum en vue de permettre au peuple de décider. Le meilleur constate que 19 députés bloquent l'adoption de la loi et ajoute que 62 députés ont voté pour et qu'il y a eu une abstention. Après ce résultat, le potentiel déduit que les députés imposent la voie référendaire. Et à la presse du jour d'ajouter le référendum pour valider le projet. Le matinal, dans la même dynamique, écrit le oui pour le référendum et ajoute que des opposants approuvent le projet d'amendement. Fraternité aussi affiche toilettage de la loi fondamentale, cap sur le référendum et estime que le président Talon est un vénard. Le journal de fait remarquer que chassé par la porte, le projet de révision revient par la fenêtre, ce qui fait dire le matin que le référendum est donc l'ultime recours. Pour l'autre vision, c'est une importante étape de franchie dans la procédure car le peuple sera consulté pour acter la révision. À l'autre quotidien de conclure, le dernier mot est au peuple. Et face au peuple était cette semaine le président de l'Union fait la nation, Bruno Amoussou. Sur les ondes de la télévision nationale, le renard de Diakotomé, comme on le surnomme, a abordé toutes les questions brûlantes de l'heure. Fraternité a suivi l'homme et affiche en manchette, le président de l'Union fait la nation à cœur ouvert, Bruno Amoussou, explique le bien fondé de l'amendement de la Constitution. Le journal a retenu qu'il a été question lors de cet entretien télévisé de l'amendement constitutionnel du Code électorale et de la gouvernance sous la rupture. D'après le quotidien, Bruno Amoussou a fait observer que les motivations qui sous-tendent la proposition d'amendement constitutionnel en cours à l'Assemblée nationale ne viennent pas du chef de l'État, Patrice Talon. C'est pourquoi le journal de Ménontin ajoute à sa une les propos de Bruno Amoussou qui dit « Il n'y a pas de magie pour avoir des élections groupées. Nous devons toiletter la Constitution maintenant ou jamais. » Continuons pour dire que le quitus fiscal et le critère de résidence était suggéré sous Yahi. L'autre vision rapporte qu'effectivement, l'amendement de la Constitution est une pure initiative des députés. Et le potentiel de rajouter les propos de Bruno Amoussou qui dit « Aucune disposition du code électoral n'écarte des compatriotes en exil ». Se voulant plus précis, le matin écrit polémique autour des activités parlementaires et des réformes au sommet de l'État. Bruno Amoussou met fin aux intoxications. Pour le matinal, donc,
donc, Bruno Amoussou prône le consensus autour des réformes majeures. La presse du jour de conclure, Bruno Amoussou en phase avec la gouvernance talent. Parlons à présent économie et développement en commençant par la facilité élargie de crédit accordée au gouvernement par le Fonds monétaire international. L'événement précis écrit, le FMI débloque 13 milliards de francs CFA d'appui au Bénin. L'économiste renchérit alors, le FMI décaisse près de 12,5 milliards de francs CFA pour le Bénin. Pour l'autre vision, gestion économique exemplaire du gouvernement talent, le FMI dope financièrement le Bénin de 22,4 millions de dollars. Selon le journal, l'activité économique s'est développée et l'inflation est restée faible en 2017 avec une forte croissance estimée à 5,6% qui s'explique par le niveau record de la production de coton et par la reprise de l'économie du Nigeria. Toujours économie avec de nouveaux tarifs aux postes de péage et de pesage. Le Matin écrit à sa une, pour un bon entretien du réseau routier national, voici les nouveaux tarifs au péage. Les nouveaux tarifs aux postes de péage et pesage sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Une augmentation, à en croire le journal, qui est intervenue à partir d'un certain nombre de constats faits par le gouvernement. Les postes de péage et de pesage ne sont plus entretenus depuis 2013. L'État ne percevait que le tiers des fonds encaissés au niveau des postes. Autant de raisons qui justifient cette hausse. Mais l'économiste prédit vers une hausse du coût du transport. Développement avec l'adoption du code pastoral. La Nation nous l'apprend en manchette et précise que l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités en adoptant la loi numéro 2018-20 portant code pastoral en République du Bénin. Un texte de 103 articles qui vise non seulement à encadrer le pastoralisme et la transhumance transfrontalière, mais aussi et surtout à apaiser les relations souvent tendues entre agriculteurs et éleveurs constitués en majorité de Peuls. Avec l'adoption de cette loi, Quotidien Kinikini estime que l'activité de la transhumance est réglementée. Fin de cette revue de presse. Ulvaeus Balogun à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Hervé Ressou, 19 députés sur les 82 actuels rejettent la proposition de loi portant amendement de la Constitution. Alors, cap sera mis sur le référendum. Question, que la proposition accède au référendum, est-ce une victoire pour le bloc de la majorité présidentielle et le pouvoir en place? Je ne veux pas tout de suite répondre à votre question par oui ou un non, mais je vais, de ma compréhension, découler des implications que je trouve dans cette situation. Effectivement, le jeudi dernier, 5, l'Assemblée nationale a fait 2 votes. Un premier pour l'acceptabilité du dossier et ensuite, c'est au second niveau que ça a bloqué. Est-ce que le blocage de ce second niveau qui implique directement la voie référendaire, est-ce que c'est une victoire? On peut toujours analyser. Parce que de 2017, du vote de 2017 par le projet introduit par le président de la République à aujourd'hui, il y a eu une évolution. De votes supplémentaires, notamment nous avons vu les députés Issa Salifou, Sophia Touchanou, les députés à bord de la Dongaï à Taouenho qui se sont ajoutés à ceux qui ont voté il y a 4 ans. Et de ce point de vue, déjà, il y a eu avancée parce que c'est la majorité parlementaire qui se trouve un peu renforcée, à mon avis, par ce fait. Mais également, quand on va parler maintenant de la voie référendaire que, je veux dire, la minorité parlementaire a fini par imposer à la majorité, c'est que cette voie référendaire est inscrite dans notre Constitution. On ne va pas dire que c'est nouveau. Mais est-ce que c'est faisable tout de suite? Le président de la République certainement n'aurait, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais comme les députés, ce sont les députés qui ont fait cette proposition de loi, 8 députés notamment, 3 anciens
présidents de l'institution, à savoir Bruno Ambossou, Idikola Olé et Mathieu Nago, si ces députés-là ont vu que les 4 points inscrits pour l'amendement sont importants et que ça ne pas passer par la voie parlementaire, qu'il faut aller au référendum, je pense plutôt que oui, le bloc de la majorité présidentielle n'a pas fini son travail et donc il peut avoir peut-être un goût d'inachevé au niveau du président de la République. Oui. Ferry, confirmez-vous que l'accession au référendum est une avancée, comme le disent les membres du bloc de la majorité présidentielle? Naturellement, parce que laissons même l'initiative du président Patrice Talon il y a un an lui-même, mais retournez un peu en arrière, qu'il vous souvienne quand même que tout au moins le président Kérékou II, le président Yahi ont tenté aussi d'apporter des amendements à notre constitution. C'est avec des fortunes diverses. Sous Kérékou, ça n'a même pas abouti, on n'est même pas venu à l'Assemblée. Au niveau de Yahi, bon, on a mis en place des commissions, la commission Aranzo, la commission Yonfou, bon, avec des fortunes diverses, comme je le dis. Le président Talon lui l'a tenté, il est venu avec le projet il y a un an, ça n'a pas marché, l'acceptabilité a été refusée à l'entrée même du Parlement, donc c'était à ce niveau-là, et puis il a promis qu'il ne reviendrait plus. Il ne reviendrait plus, certes, mais un an après, on revoit ce même projet, mais sous la forme maintenant d'une proposition. Ça veut dire qu'avec les députés de son bloc, notamment, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc, c'est des gens qui connaissent le circuit de l'Assemblée nationale. Alors, quel était le tort qu'on avait jeté à l'échec du projet il y a un an? On dit, bon, ça a été piloté par l'ancien ministre Diogbenou seul. Bon, on n'avait pas associé les politiques. Si. Qu'à cela nous tienne. Alors, on est venu maintenant avec des politiques, des gens qui connaissent les rouages de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une petite victoire. C'est une petite assemblée avec une petite avancée avec ce que nous avons noté. Tout au moins, on est seulement revenu de 23, on est revenu à 19 qui rejettent. Certes, au niveau du vote, quand on a fini par accepter cette fois-ci la proposition, on est bloqué au niveau des 4/5e. On n'a pas pu l'avoir. Il manquait que 3 ou 4 députés pour que ce soit voté à l'Assemblée nationale, pour qu'on nous épargne donc, le recours au référendum. Parce que quand on parle de référendum, ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 40 000, c'est des milliards qu'il faut engloutir. Vous voyez, la caricature que nous faisons, c'est quoi? On est venu penser des plaies. Les plaies, c'est qu'on a trop d'élections, on n'a pas de l'argent, on ne peut pas être tout le temps en élection. Mais en voulant penser ces plaies, on tombe encore dans une phase. C'est-à-dire qu'on crée une élection rapidement, là maintenant, si le chef de l'État accepte donc d'aller au référendum, on va aux élections, on va à un référendum. Serait-ce un échec en cela? Je ne sais pas, nous sommes dans un jeu politique. Je ne sais pas, comme l'a dit, c'est vrai qu'il y a un goût d'inachevé, comme l'a dit Hervé, mais je ne sais pas aussi si c'est les députés de la majorité eux-mêmes qui l'ont voulu ainsi. Parce que ça peut aussi être un test grandeur nature pour eux, pour tâter le terrain avant les législatives de 2019. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où ça a été bloqué au niveau donc des 4/5e. Donc là, la minorité a imposé la loi référendaire. Nous avons la voie référendaire. Nous avons une loi sur le référendum au Bénin qui organise un peu le référendum dans notre pays. Alors, les regards sont maintenant tournés vers le chef de l'État, puisque c'est lui qui décide au dernier moment d'aller ou de ne pas aller. Si on doit aller, est-ce que le gouvernement actuellement, c'est-à-dire l'institution qu'est le chef de l'État, est-ce qu'on est préparé de façon économiquement ou financièrement à sortir l'argent pour aller à un référendum cette année ou bien tout au moins avant les législatives? Première question. Deuxième question, si ça là, c'est résolu, c'est vrai que dans le budget général de l'État 2018, ce n'est pas prévu, mais la loi dit qu'on peut aller à un collectif budgétaire pour imposer ça. Une chose est de voter un collectif budgétaire, une chose est de trouver les moyens d'aller. Deuxième aspect de la question, c'est si on a les moyens d'aller, ça c'est le chef de l'État qui réfléchit, qui le dit. Maintenant, est-ce que sur le terrain, le chef de l'État est préparé politiquement pour qu'on puisse gagner? Parce que on va à un référendum, c'est oui ou c'est non. On n'a pas pu avoir 3 ou 4 députés à l'Assemblée pour... Nous allons rentrer dans ces détails tout à l'heure, voilà. Mais on continue de voir pour l'instant s'il s'agit d'une victoire ou s'il s'agit d'un échec. Au niveau de l'opinion, certains disent que le bloc de la majorité présidentielle a échoué.
le bloc et le pouvoir. En quoi serait-ce un échec? Oui, bon, ceux qui disent ça, ils n'ont peut-être pas tort. Ils n'ont peut-être pas tort parce que, comme Charles Félix Djimé Kossi le disait tout à l'heure, en filigrane, c'est que quand le projet du président a été envoyé à l'Assemblée, beaucoup avaient soupçonné de Djogbenou de trop d'accaparement, enfin, qu'est-ce que... La main du maître. Voilà, d'accaparement plutôt, voilà, du projet et qui n'a pas associé un grand monde autour. Et là, nous avons vu que ce sont les politiques même, dans le haut-lieu de la politique béninoise, hein, qui ont porté cette proposition. Et nous pensons aussi à l'analyse que 3 présidents, anciens présidents de l'institution, qui, pour moi, connaissent forcément les rouages et les mécanismes de fonctionnement officiel, et je vais dire officieux, de ce haut-lieu de la politique, devrait quand même mettre tout en œuvre pour que cette proposition trouve les 4/5e pour passer, et peut-être on pourrait parler de victoire pour le camp du président Patrice Talon. Et donc, les gens n'ont pas tort de dire que c'est un échec. Parce que à la base de cet échec, pour certains, c'est la non-association des anciens présidents comme Yahi et Soglo au projet. Qu'est-ce que vous en dites? Non, bon, écoutez, je sais que le pouvoir gère le pays avec sa majorité. Aujourd'hui, les messieurs ou bien les présidents dont vous parlez ne sont pas forcément de cette majorité, et je ne vois pas comment on puisse les associer parce que le document a été porté par la majorité du pouvoir en place. Laquelle majorité a tenté quand même de sensibiliser certains députés de l'opposition? Oui, effectivement, c'était normal puisque c'est là qu'il fallait faire le jeu. Il fallait faire le jeu au niveau de l'Assemblée nationale, même si on pouvait aller au-delà pour voir, bon, est-ce que ancien président Soglo et Boni Yaye pouvaient toucher les leurs à l'interne dans l'Assemblée pour que ça se lâche, pour qu'on ait les 4 députés supplémentaires pour ne pas aller au référendum. Et c'était notre problème. Mais je pense que le pouvoir, à sa majorité, c'est la majorité qui a porté l'initiative. Ça n'a pas porté, ça a échoué du point de vue de certains, ce qui n'est pas faux. Il faut qu'ils s'asseyent pour dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné pour réfléchir à cela. Oui, en termes d'échec, certains attribuent cet échec à l'opposition aussi, laquelle l'opposition n'aurait pas souhaité ne serait-ce que le référendum. Oui, je crois que c'est ça. Évidemment, vous avez vu, l'opposition s'en sort avec beaucoup de plumes laissées par rapport donc, à il y a un an. On a cité les députés, 4 députés au moins, qui ont laissé leur père, qui ont rejoint donc, le bloc de la majorité, ne serait-ce pour ce vote-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, nous attendons toujours de voir ce qui se passe. Par exemple, le cas à Tao, qui est toujours en prison pour une autre affaire, mais qui aurait donné donc, qui a donné de procuration pour le bloc de la majorité. Donc, l'opposition elle-même s'en sort un peu fragilisée dans cette histoire. Soit, et qu'à cela nous tienne, tout au moins, on est rentré au niveau de l'acceptation, mais ils ont pu bloquer au niveau donc, du vote, lui-même au niveau des 4/5e, c'est déjà quelque chose. Maintenant, on va au référendum. Si le chef de l'État, comme je continue de le dire, si le chef de l'État accepte qu'on y aille, parce qu'il y a des prescriptions légales pour rentrer dans le jeu, on va y revenir tout à l'heure. Il y a aussi les questions techniques, avec quel épi on va, est-ce qu'on a les moyens d'y aller, est-ce que le terrain est préparé, parce qu'il ne suffit pas seulement aux députés du bloc de la majorité de dire oui, monsieur le président va gagner, le oui va gagner, le oui va gagner. Vous connaissez bien le président Talon, c'est quelqu'un qui n'engage pas quand il n'est pas sûr de gagner. Bon, pour lui, c'est tellement que c'est un échec. Parce que là aussi, c'est, comme les dit, c'est un test grandeur nature pour le BNP. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir jouer au héros, aux députés de la majorité devant les caméras de la télévision. Ils ont eu l'occasion de prouver au chef de l'État, Patrice Talon, qu'ils peuvent quelque chose. Ça fait psh, comme le dit le président Chirac. Alors, est-ce qu'avec ça maintenant, avec quel regard il se porte, enfin,
au niveau donc, de cette majorité-là, comment est-ce que le chef d'État les apprécie par rapport à ça? Alors, c'est les mêmes qui iront le voir pour dire, oui, monsieur le président, si on va gagner, si on va gagner. Alors, est-ce que le chef de l'État est prêt au niveau des finances à lâcher la bourse? Est-ce qu'il est prêt sur le terrain à le faire? Donc, c'est une autre paire de manches. Je crois quand même que sa majorité va discuter avec lui. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si cet échec aussi n'est pas imputé aussi à la non-association de l'ancien président Yahi Boni et des leaders comme Adjavon. Je pense que ceux-là ne sont pas à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est les députés qui ont porté le travail et tout se joue à l'Assemblée nationale. Certes, ceux dont vous avez parlé, ils ont des embranchements jusque là-bas. Il y a des députés FCBE qui continuent d'être là-bas. Il y a un ancien président comme Adjavon doit avoir aussi ses pignons là-bas. Donc, on ne peut pas aller discuter officiellement avec eux. On peut le faire à travers leurs députés. Mais j'ai vu quand même que, de ce que j'ai entendu, il y a eu des tentatives donc, pour approcher les uns les autres pour que le consensus puisse naître autour de ce projet-là. Donc, l'opposition a été approchée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé enfin pour que le consensus tant attendu ne soit pas... Parce qu'il y a eu des séminaires parlementaires qui ont été organisés autour de ce projet-là, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au dernier moment pour qu'au niveau du 4-5e, on ne puisse pas l'obtenir pour épargner, le recours au référendum? Parce que moi, je le dis, nous sommes dans un pays qui a des difficultés actuellement, difficultés de mobilisation des fonds. Est-ce que nous avons cette capacité-là aujourd'hui d'aller au référendum? Moi, ce que je suis en train de voir, je ne suis pas dans la tête du président, comme l'a dit Hervé aussi tout à l'heure, mais je suis sûr qu'un président aurait voulu quand même gagner les élections de 2019, avoir une majorité confortable et opérer ces changements-là, ces amendements-là, lors d'une nouvelle introduction après les législatives de 2019, que d'engager peut-être un référendum maintenant, sortir les sous. Encore qu'on ne sait pas si c'est lui qui va l'emporter ou nous va l'emporter, parce que c'est un peu aléatoire au regard de ce que nous avons vu maintenant. Donc, je crois quand même que c'est le chef d'État lui-même qui va décider au dernier moment. Si les députés arrivent à le convaincre, on y va. Et donc, nous, on est là comme observateurs. Pour compléter un peu le collègue Ferry Jimmy, oui, c'est que l'opposition, je décline les implications politiques, les leçons politiques qu'on peut en tirer, l'opposition s'est retrouvée un peu fragilisée à mon goût. J'ai entendu ce matin un député de l'opposition sur une radio très amer, très amer, par rapport à deux de ses collègues. Et puis, il n'a pas mâché ses mots, à dire un certain nombre de choses. Et vous voyez que, au sein de l'opposition, cette action de ce que la majorité parlementaire a pu piocher dans leur lot des députés leur a fait excessivement mal. Et il faut voir ça comme ça. Et peut-être que d'ici là, ils vont affûter d'autres armes pour combattre... je crois, avant que vous me preniez la parole, je crois quand même que c'est le contraire qui devait quand même faire mal. Que la mouvance aille piocher dans l'opposition, c'est ce qui se passe. Donc là, vous voyez, ceux qu'on a pioché, souvent c'est qui? Atao. Ouais. Il est privé de liberté. Entre celui qui est privé de liberté et celui qui est en liberté, ce ne sont pas les mêmes réactions. Même si vous donnez... Justement, vous sortez le nom de Atao. Oui. 82 députés ont voté. Oui. Ça veut dire que Atao a forcément voté. Oui, il a voté. Il a toujours son droit de vote, puisqu'il n'a pas été déchu. Pour qui aurait-il voté selon vous? Non, mais écoutez, vous avez vu, sa procuration était détenue par un député PRD. Et ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut aussi imaginer qu'à un moment donné, le PRD... Serait-il assagi ou le PRD qu'il a combattu depuis près de 5 ans, ou le PRD, jusqu'en mai dernier, où il a commencé par avoir des difficultés au niveau de ses affaires et de sa vie politique, le PRD était un ennemi juré. Et donc aujourd'hui, en arriver à aller déposer ou bien donner sa procuration à un député de PRD de Cotonou, de sa circonscription électorale 15e, Corneille Padonou, c'est dire que je ne sais pas s'il s'est assagi ou... Une façon de s'incliner. Une façon de s'incliner, il faut dire, oui, il faut dire peut-être... Une façon de faire le jeu politique. Faire le jeu politique. Quand on est en politique, tout peut arriver. On ne doit pas être forcément interloqué par un tel sujet, mais tout peut arriver en politique. Oui, et les objectifs visés par la proposition de loi portant amendement donc, de la Constitution, c'est la création de la Cour des comptes, c'est la suppression de la peine de mort, c'est l'amélioration de la représentation de la représentativité des femmes et c'est de la création, le couplage, l'alignement des élections, bien sûr, l'alignement des élections.
Bien sûr, il y a 4 aspects importants. La création de la Cour des comptes, la suppression de la peine de mort, l'amélioration de la représentativité des femmes et l'alignement des élections. Ça fait les 4. Voilà, la vision telle que pensée, telle que proposée, est-ce une condition pour l'adoption d'un code électoral qui prenne en compte ces amendements? Bon, moi, ce que nous vérifions davantage, ça, je crois que le quatrième point est un peu différent. Mais les propositions faites sont pertinentes. Aujourd'hui, la peine de mort, on a déjà ratifié même. C'est quand même les 4 points. C'est les 4 points. La peine de mort. Je peux vous citer ça. D'accord. La peine de mort, on l'a quand même ratifiée à l'Assemblée. Il faut quand même maintenant l'enlever de notre Constitution. Il faut l'institutionnaliser. La représentativité des femmes, c'est évident. C'est évident que les femmes ne sont pas représentées. C'est évident qu'il faut peut-être donner, je ne vais pas dire coup de pouce, mais quand même donner une certaine représentativité, pour ne pas répéter le mot, à ces femmes-là qui se battent et à celles aussi qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité ou que dans les partis politiques ou le lieu de politique, de décision, elles se trouvent confrontées à ne pas forcément avoir les décisions, la voix qu'il faut pour porter des décisions qu'il faut. Et donc, c'est important également. Et puis, la Cour des comptes, c'est connu. L'UEMOA nous rappelle tout le temps de nous conformer à cette directive. C'est depuis le président Boni Yayi que ça devait être fait. On répète, on doit y aller finalement. Je me dis aussi, pour finir, que ces amendements proposés ne devraient pas être des amendements à polémique. Ce ne devraient pas être des amendements à polémique pour que la minorité parlementaire pense forcément à bloquer. Je dis c'est des amendements qui sont des amendements si on devrait les voter ou bien si on les avait votés, je crois, le mot m'échappe, mais allait permettre à tout le monde d'être à l'aise dans le pays, parce que c'est des amendements qui sont obligatoires aujourd'hui pour l'évolution de notre démocratie. Oui, Charles Ferridjimi, est-ce qu'on ne peut pas adopter un code électoral même si on ne révise pas? Exactement. Lequel code pourrait quand même prendre en compte ces amendements? On peut le faire. On peut le faire tout au moins au niveau de l'alignement des mandats. La question donc ne se pose pas. La preuve, les députés ils vont s'atteler à ça bientôt. Il nous faut un code électoral, puisqu'il y a des prescriptions légales aussi au niveau de la CEDEAO. Avant les élections, il faut nécessairement qu'on puisse avoir le code 6 mois au moins avant les élections. Donc on peut le faire, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que, même si le chef de l'État accepte aujourd'hui qu'on aille au référendum, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire. Donc on peut faire le code. Je vais revenir donc sur la pertinence des 4 points qui ont été soulignés. Je crois quand même que tout le monde reconnaît aujourd'hui la pertinence de ces points d'amendement-là. La question de la représentativité des femmes, c'est bien, il faut booster les femmes pour qu'elles soient plus représentées donc, dans les instances de décision, mais aussi au niveau des postes électifs. Au niveau de la Cour des comptes, c'est important. Moi, j'ai eu la chance il y a 2 ans d'accompagner certains députés et des membres de la société civile à Yaoundé lors d'une conférence internationale sur les institutions supérieures de contrôle. Le Bénin était pratiquement le seul pays, ou bien l'un des rares pays, à être représenté par une chambre des comptes, au moment où tous les autres pays avaient le Cour des comptes. Donc, c'était peut-être une plaie que nous étions en train de traîner, à ne pas citer aussi les cas où nous sommes représentés à l'UEMOA. Donc, il était important qu'on puisse ériger enfin, ou bien faire la migration de la chambre des comptes en Cour des comptes dans notre pays. Donc, c'est une pertinence aussi. Au niveau de l'alignement des élections, pour ne pas être tout le temps en élection, je crois que c'est aussi pertinent. Donc, je suis sûr que les députés de la minorité eux-mêmes comprennent l'importance de ces 4 points. Mais je suis sûr aussi que c'est la méthode qu'ils sont en train de déployer. Parce que j'ai suivi un peu leurs déclarations au début du vote. Bon, on a été associé au début, après, on n'a plus rien entendu, on est voué aux gémonies de la presse, on nous insulte, on dit que nous ayons voté ou pas, ça va passer. Donc, je crois quand même qu'il y a une méthode aujourd'hui au niveau de la diplomatie parlementaire, au niveau de la diplomatie politique. Et je crois comme que le président Talon lui-même, il a introduit le projet à travers son ancien ministre Garde des Sceaux. Ça a fait flop. Aujourd'hui, il a laissé l'initiative à ces députés qui sont là, du bloc de la majorité parlementaire.
c'est une victoire demi-teinte. Le succès n'est pas encore garanti. Garanti pas du tout. Et je crois quand même que ça va commencer par lui donner une réflexion pour savoir maintenant comment est-ce qu'il va s'organiser pour le faire. Mais avant que je vous permette, s'il vous plaît, de poser votre question, vous savez que derrière ces amendements-là, il y a aussi la question que vous avez posée tout à l'heure du code électoral. Et c'est justement cette question-là qui fâche. Parce que derrière, on se dit, oui, on veut adopter un code électoral qui va exclure ceux qui sont à l'étranger, on veut exclure tel ou tel, je ne vais pas citer les noms, ceux qui sont anciens présidents et autres là. Donc, c'est tellement ce que les autres sont en train de voir derrière dans ces idées-là. Pour dire, bon, si on va maintenant à ces amendements-là, on va nous opposer aussi un code électoral qui ne va pas nous arranger. Donc, je crois quand même que c'est de bonne guerre. Nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est un haut lieu de politique. Ce qui s'est passé, je crois quand même que c'est dans l'intérêt des deux camps, minorité et majorité. La minorité s'en sort fragilisée, mais ça ne l'empêche pas d'avoir donc cette petite minorité-là de blocage, et donc c'est dans leur intérêt. Merci. Hervé Fessou, on tend donc vers un référendum, mais est-ce que vous avez l'impression que le bloc de la majorité présidentielle, du moins la majorité présidentielle, pourra-t-elle l'emporter? Techniquement, il faudra aller sur le terrain pour voir, mais est-ce que il est permis comme ça au président d'aller au référendum tout de suite? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut avoir un fichier électoral à jour. Non seulement ça, je pense que la loi référendaire a fait le cadrage qu'il faut, mais également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je crois en son article... plus ça doit être, je vais me rappeler, dit également que pour aller à la loi, c'est le président qui produit, mais ceci est proposé à une session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et les deux sessions ordinaires qu'on a de l'Assemblée nationale, ça commence mi-avril pour le premier et le second budgétaire, je crois, mi-octobre. Et je crois que cette session est en train de finir. Je ne sais pas si c'est fait, sinon que ça va être en début d'année prochaine ou en mars-avril prochain que le projet ne pourra être envoyé à l'Assemblée nationale. Et après ce décret, il faut 120 jours. Il faut 120 jours, comme le dit la loi référendaire, pour que le référendum soit fait. Donc, on va se retrouver peut-être en septembre 2019. Est-ce que c'est ce que le président veut? Parce que les législatives se seraient déjà déroulées en avril ou en mars 2019. Est-ce que c'est ce que le président veut? Je ne pense pas que si tous ces principes sont là, ou bien ces contraintes plutôt sont là, je ne pense pas que le président veuille aller au référendum. Hein. Je ne pense pas plus. Oui. Les Béninois de la diaspora, ceux des États-Unis notamment, ont dit non. Et à la révision, ils ont marché, ils ont dit niet à la révision. Est-ce une annonce heureuse ou une annonce prémonitoire? Bon, moi, je n'ai pas trop suivi. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelques images, notamment de M. Aruna et autres. Là, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Est-ce que c'est dans le fait d'exclure les Béninois de l'extérieur, c'est ce que vous voulez demander? Le fait de marcher, le fait de dire non à la révision, est-ce que cela annonce déjà les conclusions, les résultats? Comment est-ce que vous vous entrevoyez par là, les résultats des prochaines consultations référendaires? Même si on va aux élections référendaires, je crois que le jeu est ouvert. Hein. Le jeu est ouvert, les deux blocs vont affûter leurs armes, et je sais que d'un côté comme de l'autre, ils ont les moyens de le faire. Même l'opposition, il ne faut pas les minimiser. On n'est plus à l'Assemblée où ils sont seulement 19, on est maintenant sur le terrain. Et sur le terrain, on ne sait pas toujours ce que les gens pensent. Hein, vous savez que c'est un peu aléatoire quand vous parlez même d'un électorat. Aujourd'hui, peut-être ceux-ci qui, les gens de la majorité présidentielle comptent, peut-être que c'est eux qui sont fâchés dans les marchés ou bien en passant le pont de Porte-Novo à payer désormais 300 euros de 150. On ne sait pas toujours la réaction que les gens auront sur le terrain. Donc, les jeux sont ouverts, le jeu pour chacun est ouvert. Donc, et il reviendra seulement au chef de l'État lui-même de tâter le terrain, de voir si c'est dans son intérêt d'aller au référendum avant les législatives 2019 ou bien simplement mettre toutes les chances de son côté, aller aux législatives et avoir une majorité confortable qui peut même l'aider donc à faire ce référendum, ces amendements-là, au sein du prochain Parlement, sans passer par un référendum. Donc, c'est une question d'option, et c'est à lui et à lui seul, quand il va se retrouver pour prendre sa décision-là, le faire. Je crois que la pression, il n'y a aucune pression à avoir sur lui. Les députés du bloc de la majorité, les BNP, ils ont montré
je ne dis pas leurs limites, ils ont montré ce à quoi ils peuvent être, ce que le bloc vaut actuellement, on sait, au niveau du Parlement, ça s'arrête à combien, on le sait, et si le président a besoin de plus, on le sait, donc je crois quand même que le chef de l'État aura donc les conclusions à tirer par rapport à ça. Certains leaders de l'opposition estiment qu'il y a des pièges dans les propositions donc, de cette loi. Avez-vous l'impression que cette proposition contient des points qui arrangent particulièrement le pouvoir? Non, écoutez, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré, hein, mais je trouve également que ces leaders d'opposition sont dans leur rôle, hein, parce que pour animer le débat public, il faut des arguments, même si des fois, je trouve que ces arguments ne sont pas plus ou moins ce qu'ils devaient être. Mais pour moi, dire qu'il y a un piège, les points énumérés sont clairs. Les points énumérés pour l'amendement sont clairs. Est-ce que derrière ces points, le piège évoqué, c'est qu'il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas élection en 2021. Qui a dit qu'il n'y aurait pas élection? Donc, comment prouve-t-on qu'il ne devrait pas avoir élection? Valentin Dianotin qui évoque donc ce piège nous invite à une lecture croisée des articles 42 et 156 bis 1. Je vais lire ces articles. Oui, l'article 42 dit ceci. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et l'article 156 bis 1 dit ceci. Nonobstant les dispositions de l'article 80, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation de l'élection groupée à partir de 2026. Dianotin en conclut que cela accorde de go 10 ans de pouvoir au président Patrice Talon sans qu'on organise d'élection en 2021. Votre avis là-dessus? Moi, en fait, je crois qu'il a fait cette déclaration au moment où ils étaient en train d'amender le test. Il aurait pu proposer comme le débat général, il aurait pu proposer peut-être, il suffit simplement de mettre une phrase ou bien deux phrases là simplement pour enlever les susceptibilités dont il parle. Je crois quand même qu'il a peut-être raison aux juristes de nous dire est-ce que ce qu'il dit est pertinent, est-ce que ça peut nous laisser dans un folklore à un moment donné. Il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes et l'analyser, ne pas rejeter totalement ce qu'il dit. Mais je dis que si ce qu'il dit est pertinent, si les juristes, les constitutionnalistes voient une pertinence dans ce qu'il dit, il suffit simplement de proposer un amendement pour qu'on prenne en compte donc l'élection, coûte que coûte, de 2021 pour qu'il n'y ait pas ces suspicions qu'il est en train de soulever. Deuxième sujet, sortie politique de Bruno Amonsou, vous l'avez suivi sur la télévision nationale. Avant tout, votre réaction sur la sortie politique de Bruno Amonsou, président de l'UN. On l'a vu ici, je crois que ça doit être le même plateau, à l'OETB ici. Dans cette position? Oui, dans cette position, justement. Bruno Amonsou, c'est un personnage qu'on connaît, mythique de la politique béninoise, un personnage adulé par certains, vomi par d'autres. Bruno Amonsou, c'est quand même aussi la mémoire de ce pays, en partie, je vais dire, quand on parle de politique également. Et donc, Bruno Amonsou, ici, je pense qu'il est venu parler, entre autres choses, du premier sujet qu'on a eu à débattre ici. Et on a vu ses positions, comment il a voulu défendre les différents points sur lesquels lui et ses deux autres anciens présidents de camarades et les 5 autres de ce groupe qui ont signé l'amendement pour que tout ceci soit évolue dans notre pays. Mais Bruno Amonsou également, c'est le discours politique que l'Union fait la nation aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'aujourd'hui, Bruno Amonsou incarne toujours le rassemblement autour de lui? Est-ce que les différentes branches du PSD, Bruno Amonsou, c'est beaucoup de questionnements pour le moment. Charles Félix Djibic aussi. Il porte bien son nom, Bruno Amonsou. C'est quand même le renard de Diakotomé aussi. Quand on parle de renard, un renard, c'est un renard. Donc, c'est quelqu'un aussi qui fait monter... En quoi aurait-il fait preuve de renardise sur ce plateau? Nous sommes très jeunes encore, nous sommes des enfants. Non, c'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'à un passé récent. Je ne sais pas s'il continue de porter ce nom-là. Mais ce qui est sûr, c'est un grand personnage donc, de la politique de notre pays. Et quand on annonce un personnage comme ça, je crois quand même que la cote d'une télévision monte. Et là, ça n'a pas manqué la fois dernière. On l'a suivi avec beaucoup d'attention.
il a abordé le premier sujet, il a expliqué un peu pourquoi lui et certains de ses collègues portent donc cette proposition-là avec l'Assemblée nationale, il a donné les raisons, mais j'ai beaucoup plus vu aussi qu'il est venu comme un bouclier autour d'un président qui en avait besoin en ce moment-ci. Et quand des gens comme Bruno Amoussou parlent, expliquent les réformes, surtout qu'il est quelqu'un, il a passé un peu de temps à l'Assemblée nationale, il connaît les rouages politiques, mais il était aussi au pouvoir, il a été plusieurs fois ministre d'État, donc il connaît un peu les arcanes du pouvoir, il est venu expliquer un peu, c'était des réformes. Je crois que c'est ça le plus important, et annoncer ce qui va se passer prochainement. Je crois quand même qu'il est resté dans ce rôle-là, il est venu défendre le pouvoir, puisqu'il est du pouvoir, il est de la majorité, il est venu expliquer un peu ce qui se passe, notamment l'amendement, mais voilà que nous en sommes maintenant à attendre le référendum. On ne sait pas comment est-ce que les uns et les autres s'organisent, aussi bien au niveau de l'Union fait la nation que du bloc de la majorité, parlementaire ou présidentielle, pour qu'on puisse s'en sortir. Mais quand même, on n'a pas boudé le plaisir, on l'a suivi avec attention, et je crois quand même que... Mais ce qu'il faut dire, c'est ça qu'il ne faut pas rater. En filigrane, j'ai trouvé un Bruno Amoussou qui, à plusieurs reprises, a parlé de consensus. Et je crois que ça n'a pas raté parce que même lors de l'amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés de l'Assemblée de l'opposition qui ont reconnu quand même qu'il a joué un grand rôle dans ce rapprochement-là, même s'il se parlait à la fin. Je crois que c'était important. Deuxième chose, j'ai entendu en filigrane entre Patrick Talon et son allié à Diavon, il fallait quand même faire un travail. Je crois quand même que lorsque un personnage comme ça commence par en parler... Il dit avoir tenté quand même quelque chose. Il a tenté, donc s'il y a encore des choses à faire dans les coulisses, donc je crois quand même que c'est quelqu'un qui est toujours resté dans cette posture-là, de faire en sorte quand même qu'il y ait un consensus pour que le chef de l'État puisse continuer ses réformes. Oui, il a dit un mot sur le code électoral, notamment sur le quitus fiscal. Il dit que c'est juste une reformulation pour calmer les ardeurs. Et il dit précisément ceci, il dit « Le principe est que si vous voulez être député, on doit s'assurer que vous avez payé les impôts. » Que pensez-vous de cette déclaration? Non, ben, écoutez, si vous, un citoyen, nous, dans nos associations de profession, ici, on est tous de l'UPMB, on sait que pour aller déjà à l'AG, il faut payer ses droits, ou bien ses cotisations annuelles, ou encore pour postuler, il faut être à jour. Donc, je ne pense que ce n'est que ça. Je pense que ce n'est que ça. Et en réalité, tout candidat devrait être en même de bien payer ses impôts. Il se fait qu'il y a des candidats aux élections présidentielles, des futurs candidats aux élections présidentielles qui doivent à l'État. Alors, la question, je vais répondre à cette question-là. Je crois quand même que c'est eux-mêmes qui se laissent tomber dans leur propre piège. Parce que quand tu rentres dans un jeu politique, en principe, tu dois laisser les affaires. Vous avez vu le président Patrick Talon aujourd'hui. On ne peut plus dire qu'il est responsable de telle entreprise ou qu'une de ces entreprises doit à l'État parce qu'il doit à l'État. En temps normal, quand vous voulez aller, le bon sens, on recommande quand même que... Si Hervé a une grosse entreprise qui doit des milliards à l'État, au moment de déposer sa candidature, si on sent qu'il n'est plus le restant de l'entreprise, je crois quand même qu'on ne va pas le lier à cette entreprise et que c'est lui-même, en tant que Hervé, peut-être qu'on prendra pour voir les impôts qu'il doit à l'État, s'il a payé ou n'a pas payé. Donc, je crois quand même que c'est ce qu'on va souhaiter souvent pour ceux qui aspirent à diriger ce pays ou bien à aller à l'Assemblée et autres là. S'ils sont au niveau des affaires, qu'ils prennent au nom du bon sens donc la peine de se décharger et qu'on ne les lie plus à ces entreprises-là, que ces entreprises-là, qu'on leur fait des redressements ou qu'on n'ait pas fait des redressements qu'ils doivent ou qu'ils ne doivent pas, parce que c'est deux choses différentes. Ils sont maintenant pour les personnages politiques, vous savez de quoi je parle, et en ce moment-là, si on va dans telle entreprise, on dit oui, c'est lui qui a créé, oui, c'est lui qui a créé, mais à un moment donné, il n'est plus responsable de cette entreprise-là, il ne répond plus au nom de cette entreprise-là, donc si on le prend, s'il doit payer les impôts à l'État, c'est ce que vous avez payé, en tant que investissement que vous payez, c'est ce que Hervé a payé, c'est ce que moi j'ai payé, que lui-même paye. Mais si lui-même, il ne comprend pas ça comme ça, et que en tant qu'homme politique, en tant que futur président de la République, il continue encore d'être à la tête de ces entreprises-là, ça veut dire que lorsqu'on vient dans cette entreprise-là et qu'on retrouve que cette entreprise-là doit avoir l'État, alors là, on fait le lien. Et donc, il y a un piège à dénouer. Oui, et il s'est prononcé sur la gouvernance Talon, laquelle gouvernance lui permet de voir plusieurs points positifs. Et la réforme majeure qui séduit Bruno Amoussou, c'est la réforme portuaire. Il trouve que le port béninois avait besoin, le port de Cotonou avait besoin d'une expertise étrangère. Votre avis là-dessus, Hervé Hessou? Nous sommes beaucoup à penser que des différentes
réformes du président Patrice Talon, il y en a qui sont osés donner le poumon de l'économie nationale à des étrangers. C'est vraiment, il faut avoir du cran pour le faire. Il faut aussi avoir un certain nombre de garanties quant à tout ceci pourra permettre au pays de souffler. Et elle est importante parce que le port aujourd'hui, je pense que dans les recettes du Bénin, ça doit faire beaucoup quand même. Ça doit faire beaucoup dans les recettes. Et il fallait dynamiser ce port qui, entre-temps, a connu ou bien connaissait jusqu'à il y a peu beaucoup de difficultés dans sa gestion, beaucoup de DG en 5 ans, pas une stabilité donnée pour la gestion, un éternel recommencement des niveaux donnés, des décisions prises sur coup de tête, parfois des décisions pas suivies, et puis il y a beaucoup de facteurs qui aujourd'hui nous permettent de dire que il fallait peut-être aller à cette réforme pour voir au moins, ils ont 3 ans, ils n'ont qu'à faire les 3 ans, on va voir, et après les 3 ans, on peut toujours évaluer, mais c'est déjà y aller qui était un pas de franchi, il fallait avoir un cran pour y aller. Vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, c'est le poumon de l'économie, et quand on fait recours à une expertise étrangère pour le faire, c'est normal que ça fasse grincer des dents. Donc, le président Bruno Amousou est venu donc, défendre le bien fondé de cela, et il a mis le personnel au défi. Il dit, c'est au personnel de montrer quand même que c'est possible et qu'après les 3 ans, ils peuvent prendre la relève. Et donc, mais si ils sont dans la léthargie ou bien à combattre ceux qui sont là, dans le fonctionnariat et autres là, je crois quand même que l'État aura des raisons de continuer dans ce système-là. Je crois quand même que c'est de bonne guerre. Autre sujet, c'est à propos des déclarations fiscales de la SONEB. De nouveaux cas d'irrégularité qui sont détectés par l'IGF. Qu'est-ce que cela vous suggère, M. Ressou? Non, c'est toujours dit que dans cette République, il fallait ou bien il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Une structure de l'État, je crois que jusqu'à la SONEB était toujours sur le jeu de l'État, qui a une direction fiscale, qui peut déclarer les impôts, les payer, les TVA, les reverser, mais qui se fait les soins des services d'une structure externe qui gère la fiscalité. Et des déclarations d'impôts qui devaient être faites normalement transitent par là-bas, ou officiellement c'est ce que les gens font, où l'agence ou bien la structure en question ne verse pas tout, ou bien on verse une partie à l'État. Et donc, à un moment donné, il se pose des problèmes, même si à un moment donné, les responsables de cette structure qui ont trouvé cette formule pensaient aller à l'efficacité en adoptant cette formule. Mais cette efficacité, nous, au finish, aujourd'hui, nous remarquons qu'elle n'a pas donné ce qu'elle devait donner. On a plus trouvé qu'il y a eu des détournements, ou il y a eu des retenues, on va le dire comme ça, que vraiment ce qui devait être fait. Et donc, c'est frustrant pour le Béninois que nous sommes. On paie les 15 000, les 10 000 francs d'eau tout le mois. On envoie les TVA sur l'eau qu'on consomme, ce qui ne sont pas reversés. Donc, après, on se pose des questions. Donc, c'est difficile. Croyez-vous que cette pratique soit une exclusivité de la SONEB? Ne doit-on pas aller chercher ailleurs aussi des pratiques similaires? On peut aller chercher ailleurs. Peut-être que c'est pour la SONEB qui est plus visible. Je sais que beaucoup d'entreprises d'État ou même d'entreprises privées font recours à l'externalisation des services. Oui, on le sait. Bon, pour se consacrer au cœur de leur métier. Ce n'est pas mauvais en cela, mais c'est le contrôle a posteriori qui est le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est en cela que, avec les scandales qui sont déclarés par-ci, par-là, surtout au niveau des sociétés d'État, je me demande quel est le rôle des conseils d'administration, des commissaires aux comptes que nous avons, qui sont payés cher, mais aussi des responsables d'audit interne qui sont là. Parce qu'on ne peut pas avoir toute cette chaîne-là et qu'au finish, on ait ces défaillances-là. Donc, si on veut frapper, je ne dis pas de frapper, pour moi, ce n'est pas le bien, mais il faut contrôler, il faut corriger à tous ces niveaux-là. Conseil d'administration, les commissaires aux comptes, mais si vous voulez, les audits,
les auditeurs internes qui sont là, et même les auditeurs externes aussi, à qui on fait appel parfois. Parce que c'est frustrant que parfois, vous entendez que c'est des sociétés qui ont été auditées, patte blanche, ou bien sont certifiées ISO, qui sont en forme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est solemne, mais je suis sûr que c'est, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, la pratique, c'est un peu généralisé. Il y en a dans d'autres sociétés. Donc, il faut voir ces réformes-là au niveau de nos entreprises d'État pour qu'on ne connaisse plus encore. Nous avons moins de 2 minutes, mais nous allons dire un mot sur le code pastoral adopté et un mot sur la Coupe du Monde. Le code pastoral adopté. Le code, ça règle beaucoup de problèmes économiques, sécuritaires, de vie, parce que nous avons vu beaucoup pendant ces périodes où il y a la transhumance, beaucoup de peuls ou de propriétaires d'animaux avoir des difficultés avec des agriculteurs dans des zones données du pays, et à la fin on voit peut-être des morts ou bien des blessés, et des champs dévastés. Donc ça règle beaucoup de problèmes économiques, sécuritaires, ça recadre tout le monde, ça donne la possibilité à tout le monde d'être dans un carnivore pour faire ces... Voilà. Je crois que ça, c'est comme l'a dit Hervé aussi, c'est pour régler un problème, parce que là, chaque fois entendre, chaque période, il y a eu carnage ici, entre peu et autres là. Je crois que c'est des deux côtés, aussi bien les agriculteurs que ces transhumants-là. Parfois, ils viennent de très loin et avec ce code-là. Maintenant, il est important de l'appliquer et le suivi, évaluation. Parce que ce n'est pas les lois qui manquent, ce n'est pas les tests qui manquent. Ce qu'on vient de mettre en code là, on aurait pu le faire simplement par un arrêté. Si c'est bien suivi, on ne serait pas là. Donc, le code est là, il faut bien l'arrêter, que chacun connaisse le rôle qui est le sien et le fasse jouer très bien. Hervé, vous aimez le football? Vous avez suivi la Coupe du Monde? Oui, beaucoup. Je suis un féru. Voilà. Il a été à la base un reporter sportif. Ah, tout à fait. Tout à fait. Là, il est venu. Les grandes équipes sont parties, le Brésil est parti, les équipes africaines sont parties, l'équipe organisatrice de la Coupe du Monde est partie. Oui, donc, écoutez, les statistiques au début de cette compétition avaient déjà envoyé pour moi la Belgique dans ce carré. Et je retrouve la Belgique dans ce carré. Je dis, il faut faire attention à la Belgique. Et aujourd'hui, on a la France. Moi, je ne l'avais pas vu venir parce que cette France-là, au début de la compétition... la France ne fait que monter, là. Oui, ne m'a pas rassuré. Mais là, je crois que la France prend de l'étoffe. Elle va en grimpant dans la compétition. Nous avons également... la Croatie, qui est une équipe extraordinaire, qui franchit les étapes avec beaucoup de labeur, qui est laborieuse. Et la dernière équipe, l'Angleterre, qui depuis 32, je crois, 38 plutôt, n'a plus assisté à une finale de Coupe du Monde. Et c'est énorme que ça se réalise aujourd'hui. Voilà. Non, je crois quand même que les grands sont sortis. C'est pour dire qu'il y a une révolution donc dans le foot même, dans la façon de jouer, la façon de coacher. Le football est devenu un management entier, et c'est ça la leçon que nous avons tiré aujourd'hui. La France et la Belgique pour la première demi-finale. Je crois quand même que nous avons beaucoup de choses à voir. Croatie, Angleterre pour la deuxième demi-finale. Je vois une finale France-Angleterre. France-Angleterre, je suis en train de voir une finale France-Angleterre. Ce serait dur, très dur même. Mais je vois une finale parce que la France, cette France-là, on ne l'a pas vu venir, mais elle monte en crescendo. Elle nous montre de belles choses. J'espère que ça ne va pas s'arrêter en demi-finale. Merci à vous, Charles Feridimi Kossi, directeur de publication du Baromètre, ancien deuxième vice-président de l'UPMB. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Vous étiez donc avec Hervé Hessou, directeur de la rédaction du journal Notre Époque. Exactement. Merci d'être venu, Hervé. Hervé qui est promoteur, il est membre de l'Union des professionnels des médias, promoteur du Café Média. Voilà, on y est tous les vendredis. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous allons parler du Café Média sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci. Ce sera tout pour cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion après le tout dernier journal de ce jour. Portez-vous bien. Bye bye. Le préfet du département du littoral communique. Il m'a été donné de constater que les abords de la route des pêches font l'objet d'une